De très nombreux génomes, dont celui de l'être humain, sont aujourd'hui séquencés, et des génomes plus nombreux encore sont en voie de l'être. Dans l'histoire de l'IHU, les laboratoires de diagnostic et de recherche qui ont précédé sa création ont toujours eu pour objectif de séquencer des génomes partiels d'abord, puis complets dès que les technologies l'ont permis. Nous vous proposons de découvrir dans cette nouvelle série à quoi correspondent le séquençage et la génomique des agents infectieux. Commençons tout d'abord par poser quelques bases sur l'activité de séquençage grâce au professeur Philippe Colson, responsable de la plateforme. L'activité de séquençage, c'est une activité qui est de longue date. Le premier séquenceur qui a été disponible dans le laboratoire, c'était en 1992, donc ça fait 30 ans. Et très rapidement, il y a eu un séquençage avec des séquenceurs de type Sanger qui permettaient de faire des séquences partielles du génome, ce qui, on le reverra tout à l'heure, permet d'identifier à quel type de micro-organisme ou de virus cela correspond. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la technologie qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, ou le séquençage à haut débit. Ça, c'était à partir du début du XXIe siècle. Et très vite, nous avons pu avoir le premier séquenceur de nouvelle génération. Et ensuite, on a suivi le progrès des technologies de manière à pouvoir avoir à chaque fois de nouveaux outils de séquençage qui étaient les plus performants possibles et qui nous permettaient d'explorer davantage la diversité génétique, donc des micro-organismes et des virus. Voilà, mais déjà avant la pandémie Covid-19, dans le laboratoire, on avait une capacité de séquençage qui était extrêmement importante, avec donc plus de 3000 bactéries dont le génome avait été séquencé, donc plusieurs milliers de génomes viraux qui avaient pu être obtenus. Et puis, donc beaucoup également de métagénomes qui sont des groupes de séquences qui correspondent à l'ensemble des acides nucléiques que l'on peut séquencer à partir d'un prélèvement clinique, quel qu'il soit. Et en quoi est-ce important d'obtenir la séquence complète d'un génome ? Un génome, c'est ce qui correspond à l'acide nucléique, à l'identité génétique, donc à l'information génétique d'un organisme donné. Donc nous, on s'intéresse aux micro-organismes et aux virus. Et donc le génome de ces micro-organismes et de ces virus, on va avoir un intérêt à pouvoir les séquencer de façon la plus importante possible, puisque on a certaines zones qui certes donnent une information qui est vraiment critique, très très importante, mais également, en fait, on peut aller regarder dans toutes les régions du génome et on aura souvent des informations d'intérêt qui se trouveront donc dans différentes régions du génome. Et donc, avoir un génome complet, ça fournit une information bien plus importante, bien plus riche que uniquement avoir des séquences correspondant à un gène ou à un petit groupe de gènes. Mais comment sait-on que le génome est complet s'il est encore inconnu ? Alors, soit on sait ce que l'on va séquencer, donc on connaît par les bases de référence, les banques de séquences mondiales, quelle est la taille des génomes. Alors on peut très bien se retrouver dans la situation d'un nouveau micro-organisme ou d'un nouveau virus, et ça a été très très fréquemment le cas dans l'IHU, avec beaucoup de découvertes de nouvelles espèces bactériennes, et par exemple également des virus géants. Et à ce moment-là, on est en pleine découverte, et donc il y a un moment, on voit par les techniques que l'on utilise, qu'on a la totalité du génome. Et donc ça se verra par des outils bioinformatiques qui permettent d'analyser notamment ce qu'on appelle la profondeur de séquençage, donc le nombre de séquences que l'on obtient par le séquençage de nouvelle génération qui couvre en fait la séquence génomique. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir de produire le maximum de séquences qui permettront d'être le plus robuste pour reconstituer un génome complet de façon très précise. Et combien de temps faut-il pour faire cela ? Alors, les technologies de séquençage sont énormément améliorées. Au cours du XXIe siècle, sur les 15-20 dernières années, il y a eu énormément de progrès. Et on est actuellement sur un délai d'environ 2 jours à 3 jours avec certaines technologies pour reconstituer un génome complet à partir d'un prélèvement clinique de départ. Pour d'autres technologies, on peut y arriver entre 5 et 6 heures.
Et donc on a des technologies qui ont une capacité de séquencer extrêmement rapidement et de fournir des informations donc, de façon extrêmement rapide. Et donc c'est des procédures et des technologies qu'on va utiliser, notamment quand on a besoin d'un résultat en urgence. D'accord. Mais pourquoi obtenir les séquences d'un génome ? Alors ça, les différentes applications de l'utilisation des génomes obtenus, c'est déjà de classer de façon très précise les micro-organismes ou les virus, les uns par rapport aux autres, et ça, on utilise pour ça la génomique comparative, compare les génomes obtenus par rapport à ce qui existe dans les banques de séquences mondiales. Et donc ça permet également de voir comment ces génomes évoluent dans le temps, soit sur des très longues périodes en faisant ce qu'on appelle les arbres phylogénétiques, ce qui permet de reconstituer l'histoire évolutive des micro-organismes ou des virus, mais également ça peut être fait, le suivi de l'évolution, sur des courtes périodes de quelques mois, comme ça a été fait dans le cas de la surveillance génomique du SARS-CoV-2. Alors ce que l'on peut faire aussi à partir des génomes, c'est de les annoter, c'est-à-dire qu'on va déterminer l'ensemble des gènes qui codent pour des protéines, et on va pouvoir essayer de déterminer la fonction et l'origine de ces gènes, et au-delà de ça, de toutes les séquences qui constituent ces génomes. Aujourd'hui, on est capable de déterminer différents types de gènes. Prenons l'exemple de la composition du génome de mimivirus découvert à l'IHU. Il se compose de 1,2 million de bases et d'environ 1000 gènes. Dans ce virus, on distingue 5 catégories de gènes. Des gènes corps, qui sont peu nombreux, conservés, et qui sont communs à ce virus et à d'autres virus du même embranchement. Des gènes spécifiques, que l'on ne retrouve que dans ce virus. Des gènes qui correspondent à des séquences transférées latéralement. Cette caractéristique fait référence au mosaïcisme des génomes, c'est-à-dire aux différents échanges réalisés entre les micro-organismes au cours du temps. On distingue également des gènes dupliqués. Ce sont là des copies de gènes qui vont lui permettre d'évoluer dans sa fonction. Enfin, il existe les gènes orphelins, dits orphanes, qui sont particulièrement intéressants car il n'existe aucune analogie dans les banques de séquençage mondiales déjà existantes. Cela signifie que ces séquences ont été découvertes pour la première fois dans le génome obtenu. À partir des séquences obtenues par la plateforme de séquençage de nouvelle génération, on peut également analyser seulement des fragments des génomes obtenus et qui peuvent être ce qu'on appelle des amplicons, des produits de PCR qui vont correspondre à un gène ou un fragment de gène. Et ça permet notamment d'analyser des mutations qui vont être par exemple associées à la diminution de sensibilité à des médicaments antimicrobiens ou à des médicaments antiviraux. Ça permet également dans une certaine mesure de classer les micro-organismes ou les virus auxquels on s'intéresse, sachant que parfois une région courte va suffire pour être suffisamment discriminante en termes de classification et pour définir des génotypes. Alors une troisième utilisation que l'on peut faire des séquences, c'est ce qu'on appelle la métagénomique ciblée. C'est-à-dire qu'on va produire par PCR des séquences correspondant à un gène donné qui va être un gène extrêmement conservé dans un groupe très large de micro-organismes. Et par exemple, on a une capacité de séquencer des gènes codant pour l'ADN ribosomal qui va être présent, sont des gènes qui sont présents dans des bactéries. Et donc, si l'on fait ça à partir d'un prélèvement clinique, eh bien, on va être capable d'obtenir les séquences correspondant à la diversité des bactéries qui se trouvent dans ce prélèvement clinique. Et puis enfin, il y a une autre utilisation qu'on fait des séquences obtenues, une autre indication qui est la métagénomique totale, c'est-à-dire qu'on va séquencer tous les acides nucléiques que l'on a dans le prélèvement clinique. Et ça, c'est ce que l'on va utiliser notamment quand on ne sait pas ce que l'on cherche et notamment quand on est en situation d'échec diagnostique, quand on a des prélèvements venant d'un patient qui a un syndrome infectieux, pour lesquels l'ensemble des tests diagnostiques du laboratoire de routine n'ont pas retrouvé en fait d'agents infectieux. Et pourriez-vous nous donner un exemple concret de l'utilisation du séquençage ? Un exemple qui est l'exemple du SARS-CoV-2. Donc le séquençage de nouvelle génération a permis d'obtenir des génomes qui ont été un élément extrêmement important de ce qui est devenu la surveillance génomique. Et donc ça s'est fait par la détection de groupes de mutations au sein des génomes SARS-CoV-2 qui a permis de mettre en évidence des variants, donc des génomes qui étaient génétiquement
suffisamment différent par rapport au génome que l'on connaissait auparavant. Et donc ça a permis de détecter donc des phénomènes épidémiques, chaque épidémie étant liée à un variant différent, et également de retracer en fait l'origine de certains de ces variants qui ont circulé à Marseille ou en France. Donc, sur la base des génomes obtenus, on peut par ailleurs designer des systèmes de PCR qui vont permettre de faire du criblage de ces variants de manière à plus facilement et de manière plus exhaustive suivre leur évolution. Le fait d'obtenir des séquences génomiques, ça a également permis de détecter les cas de réinfection, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de mettre en évidence qu'on avait dans 2 épisodes d'infection successifs chez un même patient 2 variants qui avaient causé l'un la première infection et l'autre la deuxième infection. Le fait de disposer de séquences génomiques SARS-CoV-2, ça a également permis de décrire les recombinants SARS-CoV-2, c'est-à-dire que ce sont des génomes mosaïques constitués de séquences provenant de 2 génomes parentaux différents, de 2 variants différents, et il est nécessaire de disposer du génome complet de manière à mettre en évidence donc ce mosaïcisme. Disposer du génome, ça permet également d'essayer de prédire la structure et la fonction des protéines et de quelle manière elles évoluent. Et donc on a des collaborations qui nous permettent de corréler les données génétiques avec la structure des protéines, notamment celle de la protéine spike, la protéine de spicule. Et par ailleurs, donc l'étude de l'évolution des génomes et des variants, ça nous a permis d'essayer de définir des mutations qui étaient bénéfiques, qui étaient très fertiles, et d'autres qui étaient davantage neutres, voire délétères, que l'on rencontre extrêmement plus rarement dans les génomes obtenus. Par ailleurs, donc, être capable de définir les variants, ça a permis d'étudier en culture leur capacité d'infecter telle ou telle cellule, et puis également en culture au laboratoire, ce qui a pu être fait ici dans le laboratoire NSB3, ça a permis en fait d'étudier la sensibilité aux anticorps neutralisants des différents variants. Et donc pour conclure, que pouvons-nous retenir de cette plateforme de séquençage génomique ? Cette plateforme de séquençage de nouvelle génération, elle est intégrée et en interaction avec d'autres plateformes au sein de l'IHU Méditerranée Infection, notamment les plateformes de bioinformatique, de culture NSB3, de culture de virus, les plateformes de biologie moléculaire et de lyophilisation notamment, ou les plateformes de protéomique. Et donc c'est une plateforme qui permet en fait de ce qu'on appelle une approche polyphasique, qui permet d'avoir une appréhension globale des infections par différentes approches, différentes technologies. La semaine prochaine, nous découvrirons quelles sont les technologies utilisées pour réaliser le séquençage en partant à la rencontre de l'équipe de la plateforme NGS de l'Institut. À très bientôt!